Avec 1,3 milliard d'habitants et une économie en pleine croissance, l'Inde doit faire face à l'un des plus grands défis énergétiques de la planète. 300 millions de personnes vivent toujours sans électricité et sans chauffage. Un défi que le gouvernement de Narendra Modi veut relever grâce au charbon, la seule énergie fossile présente en grande quantité sur son territoire. Le géant asiatique compte ainsi multiplier sa production par 2 ou 3 d'ici 2020. Mais l'Inde doit aussi contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, dont le pays est aussi l'une des premières victimes. Et le tout sans compromettre sa croissance. Si New Delhi s'est engagé à développer un ambitieux programme d'énergie solaire, toute son industrie repose sur le charbon. C'est la source d'énergie la moins chère, certes, mais aussi la plus polluante. Les cendres toxiques du charbon tuent chaque année des milliers d'Indiens. Des campagnes indiennes au ministère de l'Environnement. Les reporters de France 24 sont allés à la rencontre de ceux qui vivent au plus près du diamant noir. Luis Kaminka est sur Abitandon. À l'est de l'Inde, toute une région vit au rythme de ces déflagrations. Nous sommes dans le Jharkhand, la principale zone d'exploitation du charbon. Piparwar est une des mines que le gouvernement indien érige en exemple. Un site entièrement mécanisé, comme l'Inde souhaite les développer. Vous êtes prêts? Démarrez le convoyeur 2. Navin Kumar est le chef des machines de Piparwar. Il fait partie des 370 000 employés de Coal India. Le géant indien, contrôlé par l'État, est le premier producteur de charbon au monde. Un fleuron national qui fait la fierté de ses salariés, un privilège aussi. Nous disposons d'un logement et de l'électricité gratuite, de l'eau potable, l'accès aux soins. Nous avons aussi droit à une bonbonne de gaz par mois et aussi l'école payée par l'entreprise. En Inde, 70% de l'électricité provient du charbon. Les millions de tonnes extraites à Piparwar partent alimenter les usines et les centrales électriques autour de la capitale indienne, New Delhi. Nous avons énormément de chance d'avoir autant de charbon et de si bonne qualité. Nous contribuons ainsi au développement du pays. Si on l'appelle l'or noir, c'est parce que c'est lui qui nous fournit cette précieuse électricité. C'est vraiment comme de l'or. Le charbon, c'est une bénédiction. Le charbon, une bénédiction, est la seule source d'énergie fossile pour ce géant démographique en pleine croissance. En 2035, l'Inde sera le plus gros consommateur d'énergie au monde. Alors pour nourrir son développement, le gouvernement mise tout sur ce combustible très polluant. Il prévoit même de doubler la production nationale d'ici 5 ans, au détriment de ceux qui vivent au plus près du charbon. 5h30, le soleil se lève à peine sur Jharia, la capitale historique du charbon en Inde, toujours dans le Jharkhand. Avant l'ouverture officielle des mines, des dizaines d'ombres se glissent vers les exploitations. On les appelle les scavengers, les ramasseurs illégaux de charbon. Alors que la région est en plein boom minier, ces forçats ne récoltent que les miettes de cette industrie lucrative. L'Alaram est l'un d'entre eux. Depuis plus de 20 ans, il gratte la roche armé d'un pic et de ses mains nues. Voilà, on fait comme ça. On creuse pour trouver le charbon. On retire les couches de terre et après on prend les morceaux de charbon. Comme chaque matin, Shivani, 15 ans, est venue prêter main forte à son père quelques heures avant de se rendre à l'école. Sur sa tête, la jeune fille porte l'équivalent de son propre poids. Celui-là pèse 40 kilos. On n'a pas le choix. Quelqu'un doit bien porter tout ça. Comment pourrait-on survivre sinon? C'est seulement grâce à ces paniers que l'on pourra gagner de l'argent. Un lourd butin pour un maigre salaire. Avec l'aide de ses filles, l'Alaram parvient à vendre 100 kilos par jour. Le tout pour 1,50 €, tout juste de quoi nourrir sa famille.
Alors que Shivani est partie à l'école, sa petite sœur, elle, se prépare à aller vendre ses paniers. Ici, tous les enfants sont mis à contribution. C'est comme ça qu'elle s'achète de quoi grignoter à l'école, en vendant quelques kilos par semaine. Comme cette famille, la plupart des villageois ici sont arrivés à Jharia il y a plus de 20 ans en quête d'un emploi, d'une vie meilleure. Regardez cette enfant, elle est beaucoup trop jeune. Elle devrait être en train de jouer, mais au lieu de ça, elle aide son père à porter ce sac. S'il avait un vrai travail, elle n'aurait pas besoin de l'aider. Sans emploi légal dans les mines, tous les villageois sont devenus scavengers. À Jharia, l'histoire du charbon commence sous l'Empire britannique. Un siècle d'exploitation minière plus tard, la région a des allures de champ de bataille. Les mines à ciel ouvert éventrent le paysage. En surface, la terre craque et se consume, car sous le sol de Jharia, des feux de mine brûlent depuis 100 ans. Voilà, ça c'était notre chambre. Le feu s'est trop approché et on a dû partir. Maintenant on dort dehors, derrière. Mis au contact de l'air, le charbon peut s'embraser spontanément. Mal maîtrisé, l'incendie souterrain se propage alors sur des kilomètres. On vit sous la menace permanente d'un effondrement. Ça peut arriver à tout moment. Ils ont creusé très près de chez nous, on ne sait pas jusqu'à quelle profondeur. On a peur. Avec 70 feux toujours en cours, c'est le plus grand incendie de mine au monde. Aujourd'hui, ce sont plus de 42 millions de tonnes de charbon qui sont parties en fumée. Pour rien. S'ils avaient brûlé dans une centrale au moins, ça aurait servi à quelque chose. Mais c'est juste des quantités énormes de gaz émises dans l'atmosphère. C'est un double échec. La Terre est détruite et l'atmosphère est polluée. Face à l'urgence, le gouvernement a récemment promis de reloger plus de 100 000 habitants qui vivent sur ces terres fragiles. Ailleurs en Inde, les populations locales commencent à se soulever contre le charbon roi. Singrauli, capitale énergétique de l'Inde. De vastes mines à ciel ouvert prises sur la forêt. Avec 13 000 MW produits chaque année, c'est le plus grand centre de production électrique du pays. Mines, centrales, montagnes de déchets, le charbon est partout, sa pollution aussi. Dans ce dispensaire de campagne, le docteur Ajay Ray constate les ravages du charbon depuis plus de 7 ans. Comment ça va l'estomac? J'ai toujours mal, tous les jours. Toute ma famille souffre. Et pourtant, on prend nos médicaments tous les jours. Le médecin n'hésite pas à pointer du doigt la pollution de l'air et de l'eau, principal responsable des pathologies de ses patients selon lui. Je vois surtout des problèmes digestifs et d'articulation. Les os ne reçoivent pas les minéraux que de l'eau saine devrait leur apporter. Et parmi mes patients, un quart sont asthmatiques. Mais ce qui révolte le plus les habitants ici, c'est la terre. Singrauli s'est construite sur les forêts des Adivasi, les populations tribales indiennes. Année après année, avec l'expansion des mines, ils ont dû quitter leurs terres. En 50 ans d'activité industrielle, plus de 200 000 Adivasi ont été déplacés. Montrez-moi où était votre village. Il était là-bas, enfin, en dessous. Il était à 1 kilomètre après les déchets. Le village a été englouti il y a 3 ans sous cette montagne de déchets. Sur cette image satellite, les zones en clair, ce sont les tonnes de déchets miniers qui s'étendent sur des dizaines de kilomètres. Depuis 20 ans, Soumya Dutta, un expert en environnement, aide les populations locales à se mobiliser contre les compagnies minières. Quand nous sommes venus en 2013, nous avons vu des énormes rochers rouler. Vous les voyez là-bas ? Tout en haut de la montagne de déchets. Si les gens refusaient de quitter leur maison, les employés de Reliance faisaient rouler ces énormes rochers sur leur toit pendant la nuit. C'est le genre de méthode utilisée pour étendre l'activité des mines ici. Contactés,
la compagnie Reliance n'a pas répondu à nos demandes d'interview. Aujourd'hui, Soumya Dutta a invité les militants de toute la région à se rencontrer. Un atelier pour aider les victimes du charbon à s'organiser. Aujourd'hui, votre priorité, c'est de créer une structure. Vous allez avoir besoin de gens pour vous aider. D'un juge à la retraite, un ancien juge de la Cour suprême de préférence, et au moins un avocat, si ce n'est plus. Un journaliste aussi, ou peut-être 2 ou 4. Chacun raconte sa lutte contre la puissante industrie du charbon. Certaines histoires sont surprenantes. Il y a 7 ans, une entreprise privée nous a demandé de partir contre de l'argent. J'ai refusé, alors ils ont creusé un trou autour de ma maison. Elle est maintenant à 6 mètres du sol. Je dois utiliser une échelle pour rentrer chez moi. Ces gens pensent qu'ils peuvent facilement nous impressionner, parce qu'on est à Adivasi. Ici, personne n'attend l'aide des pouvoirs publics, accusés de prendre le parti des compagnies. Les autorités locales et la police ont normalement devoir de protéger la population et en particulier les plus vulnérables contre les manœuvres agressives des entreprises privées. Mais ici, ces autorités morales ont de façon répétée oppressé les populations. Depuis 2006, 4 millions de plaintes ont été déposées par les Adivasi pour réclamer un titre de propriété sur leurs terres. Une demande sur 5 seulement a abouti. Malgré les critiques, l'Inde poursuit sa politique pro-charbon. Cette année, le gouvernement vient d'annoncer la relance de 200 projets, jusqu'alors gelés en raison du risque environnemental qu'ils représentent. À New Delhi, le ministre de l'Environnement plaide en faveur du combustible fossile le plus polluant. Il défend même le concept d'espace carbone. Les pays en développement auraient un droit à polluer pour maintenir leur croissance. Nous ne sommes pas responsables du réchauffement climatique. Ce sont les pays développés qui ont provoqué le réchauffement climatique, pas l'Inde. Ce que je demande aux pays développés, retirez-vous de l'espace carbone et laissez-moi prendre la place que vous occupez depuis 250 ans déjà. Le Premier ministre Narendra Modi vient d'annoncer un programme d'énergie renouvelable parmi les plus ambitieux de la planète. Mais il a refusé d'annoncer des objectifs contraignants pour limiter les émissions de CO2 de l'Inde au nom du développement. À Singrauli, certains habitants peinent à voir les effets de ce développement. Pour laisser place à une mine, Binod Kumar a dû quitter sa maison et s'installer au bord de ce lac il y a 4 ans. Vue imprenable sur les centrales, mais aucun raccordement au réseau. On nous a donné ces lampes solaires et un peu d'argent. Et c'est comme ça qu'on vit depuis. Il y a de la lumière sur la route, la centrale derrière a l'électricité, je suis entouré d'électricité. Mais le gouvernement ne nous a rien donné à nous. On vit dans le noir. En Inde, 300 millions de personnes vivent toujours sans électricité. Le Premier ministre s'est engagé à les raccorder au réseau dans les 3 prochaines années. Un défi que le gouvernement dit pouvoir relever grâce au charbon. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite.